Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, La Relève au micro, pour ce hors-série climat. Ensemble, nous allons explorer les avenues pour un monde plus responsable et plus durable. Je suis Claire Bardin, co-animatrice de ce balado, co-directrice du comité programmation et contenu à la Jeune Chambre de commerce. Aujourd'hui, nous allons littéralement plonger dans un thème qui nous concerne minimalement tous les matins, à savoir l'habillement et plus précisément la mode éthique. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Annette et Anne, deux expertes et entrepreneurs du sujet. Alors, c'est parti. Annette, Anne, bonjour, bienvenue sur le balado. Bonjour. On est super heureux de vous recevoir aujourd'hui. Avant même de plonger dans le cœur du sujet, j'avais envie de vous laisser la parole pour vous présenter dans les mots que vous souhaitez. Donc, Annette, si tu veux nous faire l'honneur, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Annette Nguyen. Je suis avocate de formation. Je suis également la propriétaire du Schwab Club, qui est une boutique de vêtements, une boutique d'échange de vêtements pour femmes, enfants et maternité aussi. Et puis, je me suis lancée là-dedans parce que moi, trouver des pépites dans la vie, c'est ce qui me fait triper. J'adore. Merci beaucoup. Anne? Salut, merci aussi de l'invitation. C'est un privilège d'être ici. Moi, alors, je suis Anne L'Espérance de Belle et Rebelle, une boutique en ligne et pignon sur rue depuis maintenant 17 ans. Donc, voilà, on vend une centaine de créateurs québécois. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. On a vécu plusieurs vagues. Donc, voilà, je pense que j'ai un bon bagage sur le sujet. Tu vas pouvoir probablement nous éclairer beaucoup. Ouais. Merci à toutes les deux d'être là. Dans vos parcours respectifs, j'avais envie de commencer la discussion sur où se situe la piqûre qui a fait que vous avez embarqué dans un intérêt, puis ensuite, même plus que ça, vos vies professionnelles dans cette grande industrie de mode éthique. Est-ce que ça a toujours été une passion pour vous? Pas du tout? Concours de hasard ou pas? J'ai envie de vous entendre là-dessus sur où se situe le moment déclencheur qui fait que vos vies sont vos vies actuelles en ce moment. Anne, si tu veux poursuivre. Ouais. Il y a 17 ans, tu étais où? En fait, j'ai un parcours assez atypique. Je n'ai pas étudié dans le milieu. J'ai tout appris de A à Z sur le tas, comme on dit. Donc, moi, ça vient vraiment d'un très, très grand désir de liberté. J'avais la naïveté de penser qu'être entrepreneur, c'est être libre, chose que la vie m'a bien rappelé que c'était dur être entrepreneur, très, 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 très dur. Donc, à la base, pour répondre à ta question, par rapport à la mode éthique, la porte d'entrée a été un petit peu particulier parce que j'ai commencé à énormément voyager, début vingtaine, et je ramenais des bijoux. J'ai commencé à faire de l'import-export avec l'Inde, avec la Thaïlande, puis tout ça. Et tout ça m'a menée dans un festival alter mondialiste en France, très, très hippie. Et en rentrant à Toulouse, sur le pouce, parce qu'évidemment, je faisais du pouce, j'ai rencontré mon conjoint, un copain là, de l'époque. J'ai passé 2 ans avec lui. Et lui, sa mère, elle avait une épicerie bio et il consommait que équitable. Et moi, en tant que Québécoise, en début des années 2000, je ne savais pas c'était quoi. Fait que j'ai été comme en immersion un petit peu dans ce milieu-là des produits équitables. J'ai été super conscientisée, puis ça m'a tout de suite allumée. J'avais déjà commencé à être entrepreneur aussi. Je me débrouillais avec ce que je pouvais. J'avais vraiment la fibre vraiment de débrouillardise, disons, pour faire des sous avec n'importe quoi. Donc, quand je suis revenue à Montréal, je voulais ouvrir une épicerie biologique et équitable. Finalement, j'ai eu des enfants, puis comme le vêtement, c'était comme plus facile, sur un coup de tête, j'ai parti une boutique. Puis rapidement, il y a des designers. À l'époque, c'était très équitable et la mode récup, un peu plus patchwork. Donc, c'est greffé à moi beaucoup de créateurs, puis éventuellement une équipe extraordinaire qui m'a suivie longtemps, mais mon entrée vient vraiment un petit peu de là. Un hasard. La vie t'a attrapé dans la consommation responsable. Oui, tu t'es fait attraper. Toi, Annette, est-ce que tu veux nous partager un peu le déclic? Est-ce que tu t'en souviens? Ben oui, je me rappelle, bien sûr. Ça fait pas 17 ans que j'ai le Schwab Club, mais ça fait 18 ans que je travaille avec les vêtements de seconde main. J'ai ouvert ma première compagnie quand j'avais 18 ans. J'en ai 36. Et au tout début, je vendais des vêtements seconde main. J'ai vraiment tout fait, les plateformes, eBay, tout ça. Puis je me suis rendu compte que, j'aime beaucoup le vêtement, mais j'aime encore plus le contact humain. Et puis, quand tu vends des trucs en ligne, malheureusement, tu n'as pas forcément ce contact avec les gens. Ça commence
où toute cette passion pour les vêtements seconde main, ben, ma mère, elle était antiquaire avant d'avoir pris sa retraite. J'ai passé mon enfance à chiner, à faire les puces et tout ça. J'ai toujours tripé sur les vêtements. J'ai commencé à travailler dans les commerces quand j'avais comme 14 ans. Pas éthique, malheureusement. Beaucoup de fast fashion. J'ai fait aussi du haut de gamme. J'ai travaillé sur Laurier, j'ai travaillé chez Haute Renfrew. Donc, j'ai quand même une belle expérience en termes de savoir-faire par rapport aux vêtements, production, tissu, marque et tout ça. Donc, tout ça a fait en sorte qu'en 2018, je me suis dit, allez, je me lance dans quelque chose qui va me faire plaisir. C'était pour mes 30 ans. Je voulais avoir un truc qui allait être à la croisée de, bon, la profession de ma mère antiquaire, ma passion pour le commerce du détail, mes connaissances en mode. Et puis, j'ai décidé de lancer le Schwab Club. À l'époque, je travaillais comme avocate à l'interne dans les médias. Je faisais du 9 à 5. J'avais toujours des pitch clients, des petits cocktails, des happenings en soirée. Et je me disais, allez m'acheter une robe Zara pour chaque occasion. Là, c'était juste tellement pas, c'était pas viable, malheureusement. Alors, je me suis dit, bon, je dois pas être la seule femme avec ce problème. Pourquoi est-ce qu'on se regroupe pas pour partager nos garde-robes? Pourquoi pas? Et en me disant qu'on allait être peut-être 12, 20, tu vois. Et puis, du jour au lendemain, ben, on est passé à quelques centaines de femmes qui ont envie de partager leurs vêtements. Alors, c'est un peu comme ça que c'est parti. C'est vraiment un projet de cœur. J'adore. Puis j'entends dans vos deux parcours la conscientisation quand même. C'est comme si c'est parce que vous avez été initié, que ce soit par la famille ou par d'autres proches. Il y a eu à un moment cette prise de conscience-là quand même, d'avoir envie de faire des choses, oui, de cœur et d'impact. J'aime ça beaucoup. Tu sais, t'as parlé fast fashion, on parle aussi de la mode jetable, là, quand on le traduit en français. Donc on sait qu'il y a une forme d'irresponsabilité des entreprises et des multinationales, qu'il y a dans certains cas même de la violation de droits humains dans les pays où c'est fabriqué. On parlait évidemment d'une obsolescence assez frénétique de cette mode qui n'ont plus 4 collections, donc une par saison, qui ont 36 collections maintenant, etc. Donc pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comment on est capable rapidement ou à la hauteur de vos connaissances et surtout de votre grande expérience de reconnaître c'est quoi une marque responsable maintenant par les temps qui courent là, comment on distingue une marque qui fait bien les choses, qu'est-ce qui est important dans la mode éthique? On parle beaucoup de la manière dont les produits sont conçus, mais est-ce qu'il y a d'autres dimensions? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une dimension assez globale à la mode éthique aussi. C'est pas juste comment est fait ton habit, il y a aussi qui le vend, comment on vend, etc. Donc, est-ce que vous seriez en mesure de nous donner des pistes sur toi, c'est quoi une marque responsable pour toi, Anne? Peut-être on voit passer des créateurs. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'auraient même pas connaissance du sujet? Je pense que la réponse parfaite n'existe pas. Parce que il y a quelque chose, je pense, qui est important de retenir, c'est que une personne qui est cohérente à 100% dans son propos, c'est super rare. Puis je trouve que des fois, dans notre milieu, c'est important de ne pas être moralisateur. Puis juste dire que l'important, c'est de faire de son mieux, puis chaque petit pas est important. Fait que ça vaut pour le client, ça vaut aussi pour les marques, je crois. Donc, c'est sûr qu'une marque éthique, pour moi, ça serait de prendre un coton qui est bio, qui a été fait dans des bonnes conditions, qui est transformé dans des bonnes conditions, qui est livré par bateau dans des bonnes conditions. La chaîne, pour que ça soit éthique, elle est très grande. Pour Belle et Rebelle, par exemple, ça va être fait au Québec. Nous, on mise là-dessus. Le tissu va pas forcément être fait ici, mais au moins c'est fait dans des bonnes conditions. Et moi, ce que j'adore de travailler avec beaucoup de créateurs, c'est de réaliser qu'un brand de vêtements va comporter tellement d'emplois, il y a tellement de gens reliés à ça. Moi, c'est ça qui me fait triper, c'est aussi l'économie circulaire, de réaliser que de consommer local a un impact sur tellement de gens dans leur métier, que ce soit des graphistes, des photographes, ce qu'on est en train de faire maintenant, je veux dire, tout ça est relié. Mais la réponse parfaite d'une marque éthique, je ne crois pas qu'elle existe. Il faut y aller vraiment. Chaque entrepreneur aussi a ses propres barèmes. Est-ce que pour le consommateur, tu considères qu'un label, c'est quand même un gage de sécurité, en tout cas, ou est-ce que même dans les labels, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop? Je suis un peu cynique là-dessus. Okay. C'est sûr qu'avec le greenwashing qu'on entend, là, c'est la mode. Souvent, que ça soit un morceau de vêtement, surtout de compagnies à l'international, ils vont dire que c'est recyclé, mais finalement, c'est un morceau ou une partie du tissu qui est recyclé, fait qu'on peut s'y perdre très rapidement.
Donc, c'est vraiment fait au Québec. Pour moi, Oui. ma définition vraiment éthique, là, je parle trop, là, mais bon. Non, jamais, ça a l'air que c'est ça, un podcast. Jamais assez vu le sujet, mais c'est fait au mais j'aime Québec, que je tu te le dirais, dises c'est aussi, fait au Québec, puis ouais. Fait au Québec, c'est parce qu'on retrace vers qui on a de l'impact, en fait, effectivement. Ouais. Puis j'ai l'impression, moi je parle pour mon industrie, indépendamment de ma casquette de bénévole à la Jeune Chambre, mais des fois le label, c'est excessivement dispendieux aussi d'aller chercher pour des compagnies. Donc parfois, il y a des compagnies qui n'ont pas de label, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas bien leur travail. Donc c'est aussi important de ne pas tout prendre pour acquis, ce qui se cache des fois derrière une étiquette, même si ça en dit déjà long, mais j'aime ça. Parce que c'est vague aussi, juste une culture d'entreprise qui est saine, qui va bien traiter ses employés, ça aussi, ça compte des fois. Tu sais, c'est ça, je trouve que c'est une question... définition probablement plurielle et globale ouais. dans la mode éthique. Qu'est-ce qu'on met dans l'éthique? Ça, c'est quasiment philosophique. Là, mais et ça a changé avec les années. Oui. Beaucoup. Moi, j'ai vu des vagues, là, juste les mots ont changé. Exactement. Les mots changent aux 4 ans. Mode verte, mode durable, mode éthique, mode... et on se tend à ce que ce soit la mode tout court, peut-être dans un avenir moyen à long terme, là, mais... Toi, Annette, pour toi, une marque responsable, tu sais, je sais qu'au Schwab Club, il y a des marques que vous ne prenez pas. Donc, peut-être tu peux y aller avec une définition d'une marque irresponsable. Je ne sais pas si on veut prendre le chemin inverse, mais pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu différent d'Anne, en fait, parce que nous, on travaille avec des vêtements de seconde main. Mon approche, elle est un peu différente quant à l'éthique. Nous, on va plus rechercher de la qualité et de la durabilité. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une économie circulaire. L'idée, c'est que toi, Claire, tu viens, tu ramasses une chemise, tu portes, tu laves, tu l'entretiens bien, tu nous ramènes pour que toi, Anne, tu puisses en profiter et qu'on puisse avoir plusieurs vies, donner plusieurs vies à ce morceau-là. Donc, moi, ce que je recherche avant tout, c'est une question de est-ce que le tissu est durable? Est-ce que la confection elle est bonne? Est-ce que le morceau est assez classique et intemporel pour durer à travers les mois et les années? On va plus miser sur la qualité que sur une marque ou sur des fads, des trends, mettons. Oui, j'aime ça, le fameux moins mais mieux. Là, j'ai l'impression aussi que c'est de... Je pense que ça peut être indépendant de la définition d'une mode responsable. S'il y a une phrase à retenir, c'est consommer moins, consommer mieux. Je pense que c'est une phrase qui est facile pour les gens à retenir, puis qui s'applique à tout le monde aussi, qui n'est pas élitiste. C'est bon pour le portefeuille, hein, remarque. Oui. Ben oui. Oui, toi, est-ce que en termes de clientèle, Annette, est-ce que tu vois... on pourrait croire que le seconde main, c'est peut-être donné qu'à certains types de personnes dans la population, mais est-ce qu'au contraire, tu vois qu'au Schwab Club, tu as tout type de classe sociale? C'est qui est ta clientèle, en fait? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui fréquente le seconde main activement? Là, les fans numéro 1 de chez vous, c'est qui? C'est drôle, puis je les appelle affectueusement ma clientèle tour à bureau, mais c'est majoritairement ça. Alors, nous, on est vraiment des jeunes professionnels, on parle de femmes entre 25 et 45 ans, qui sont clairement très, très bien éduquées. Ce sont des gens qui connaissent les enjeux écologiques, l'impact de la mode sur l'environnement. Et puis, ce sont également des femmes qui, par choix, vont consommer de cette façon-là et non pas par obligation. Ce sont clairement des gens qui vont magasiner chez Aritzia, chez Club Monaco, qui vont nous amener ces pièces-là, mais qui, en même temps, prennent le temps de leur journée pour venir échanger. En gros, ce sont des gens qui ont le budget pour acheter bien, acheter local, mais qui, en même temps, d'un point de vue plus éthique, philosophiques même, vont préférer échanger une partie de leur garde-robe. Si tu me permets, j'ai une question parce que j'ai récemment entendu, je pense un balado d'ailleurs sur l'environnement par rapport aux secondes mains, qui mentionnait de tous les effets inverses en fait du seconde main, que finalement peut-être parce que on échange, on pourrait avoir tendance à plus consommer parce qu'on se dit mais puisque j'échange, j'avais peut-être besoin que d'un morceau, mais comme il y en a 4 qui me plaisent, j'embarque là-dedans. C'est quoi ta lecture, toi, de cette... Tu dis que ta clientèle, elle est conscientisée. Comment tu le vois, ça? Est-ce que c'est un mythe, une réalité? Est-ce que finalement, il n'y a même pas de débat à avoir? Parce que finalement, quand tu achètes seconde main, si tu as envie de te faire plaisir avec 4 morceaux, c'est correct. Comment tu perçois, toi, ce genre un peu de diable là, du seconde main, que même si c'est déjà bien et très bien de le faire, on vient encore vous dire oui, mais ce n'est pas parfait. Et là, je te rejoins sur ce que tu disais, peut-on se permettre de juste faire et sans que ce soit impeccable? Mais toi, ta lecture depuis le temps, qu'est-ce que t'en dis? C'est encore pire au Schwab, parce qu'au Schwab, c'est gratuit. C'est même pas à 5 à 10 $, c'est gratuit. Et moyennant les vêtements que toi, tu amènes, tu peux quitter avec autant de vêtements que tu le souhaites. Il n'y a pas de prix sur les vêtements. Alors, il y a clairement une courbe. La première fois que tu vas au Schwab Club, tu es tout
t'es énervé. T'es même pas énervé, t'es énervé, là, parce que tu rentres, puis là, tu te dis, OK, là, c'est bon, là, ils ont pris 10 morceaux, je peux quitter avec 10 morceaux de mon choix, mais incroyable. Et là, tu vois, à la seconde visite, troisième visite, quatrième, comment dire, l'enthousiasme diminue et à un moment donné, les gens arrivent à un point où est-ce qu'elles se disent « C'est bien beau, là, je peux prendre 25 morceaux de mon choix sans regarder l'étiquette de prix, mais là, je vais faire attention parce que l'idée, c'est pas d'en ramener autant, c'est de vraiment trouver des coups de cœur. Alors là, puis les gens sont hyper raisonnables, hein, ils sont pas là pour... tu sais, la gourmandise, on dirait qu'elle diminue avec le temps. Puis pourtant, c'est gratuit et accessible. Puis non, les gens sont pas dans cette folie de « On va dévaliser, on va tout prendre. Ouais. Très intéressant comme point de vue. Je trouve que ça donne un beau 360 un peu aux détracteurs là, du seconde main, de dire que finalement, ça aide pas plus, mais j'aime beaucoup ce point de vue. On parle d'accessibilité. On sait que les études démontrent quand même, principalement des études européennes, mais je pense qu'elles sont similaires quand même au Canada, que la clientèle conscientisée, c'est pas la majorité de la population. On parle d'un échéancier entre 7 et 15% de la population, au grand maximum, qui est conscientisée aux enjeux écologiques. Comment on fait pour que tranquillement, pas vite, on soit Moi, je vais 25, 40 sauter dans le sujet parce que j'aimerais c'est un peu mon cheval de bataille. Il y a quelque chose que je trouve très dur dans mon milieu, c'est le côté que, premièrement, moi, ma job, je la vois comme une responsabilité puis une mission. Je tripe sur l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est le volet un peu éthique, équitable, créateur québécois, c'est vraiment une mission qu'on porte à bout de bras, moi et mon équipe, puis c'est super... c'est pas un milieu facile. Vous avez tous entendu parler des boutiques dans mon milieu qui ouvrent puis qui ferment, surtout le après-pandémie. On se retrouve avec la responsabilité d'éduquer. Oui. Alors ça, je trouve ça dur parce que ce n'est pas notre responsabilité d'éduquer, mais on prend ça sur nos épaules. Il y a eu la pandémie où l'achat local a été beaucoup mis de l'avant, puis après, du jour au lendemain, le discours a arrêté et ce n'est pas remplacé par rien du tout. Le panier bleu vient de fermer. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on manque vraiment, vraiment, vraiment d'appui. Il y a Aliments Québec qui fait un super beau travail, mais il n'y a pas l'équivalent pour toutes les autres entreprises faites localement au Québec. Fait que je pense que c'est vraiment les petits entrepreneurs comme nous qui portons ça à bout de bras. Oui. Puis ça, il y a quelque chose d'un peu injuste là-dedans, qu'on se retrouve avec cette pression-là. Oui. C'est correct qu'on la prend, mais c'est pas à nous d'apprendre. C'est je crois que les médias devraient... moi, je voudrais que tous les gens à la télé soient habillés en local. Je ne comprends pas pourquoi la société d'écoute comme Radio-Canada ne sont pas forcément habillés en création locale. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'actions qui pourraient être prises dans les médias aussi, quand on montre les tendances. Pourquoi il n'y a pas systématiquement une blouse blanche faite au Québec quand il y a 8 blouses blanches Zara, une à côté de l'autre. Mais là encore, Zara achète de la pub dans les journaux, dans les magazines. Fait que, tu sais, il y a toujours... en tout cas, c'est toute une question d'argent. C'est un peu David contre Goliath, hein, mais oui. Mais ouais, je pense que vraiment, cette responsabilité-là, on la porte à bout de bras, là, d'éduquer, puis ça devrait pas être ainsi. On devrait pas avoir autant cette pression-là. Mais on la prend avec plaisir, là, mais c'est définitivement une des barrières qui ressort de nombreux rapports. Hein. C'est qu'il y a des mauvaises conceptions de la mode éthique. On a l'impression qu'on va pas être habillé tendance, qu'on va être habillé... un peu comme tu disais, là, peut-être le patchwork des premières années, qu'on a l'impression que ça va pas être qualitatif nécessairement ou trop cher pour ce que c'est. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaises perceptions et qu'effectivement le devoir d'éducation, il est majeur. Ouais, puis là, il y a Amazon qui vont mettre le label fait au Québec. Puis je sais pas si vous avez vu les journaux, il y avait le Journal de Montréal que j'ai vu ça passer. Il y a eu du Québec bashing, là, tu sais, qui disait que c'était des produits de merde qui étaient faits au Québec, puis que les gens... c'est sûr qu'ils vont toujours chercher le côté sensationnaliste, évidemment. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens de fêtes au Québec, c'est systématiquement trop cher, pas forcément de bonne qualité. Je crois pas que les gens réalisent comment, quand tu achètes un petit truc, l'impact que ça peut avoir dans l'économie circulaire. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc j'entends de toi, oui, donc le besoin d'éducation et le besoin quasiment de rassembler les acteurs d'une même industrie pour porter plus haut une voix que... vous êtes individuellement à porter tout seul un petit peu, donc une organisation un petit peu dans une consommation plus responsable. Toi, Annette, sur l'éducation, est-ce que tu le ressens au quotidien ? Comment
Comment le Schwab Club et toi, même en arrière, tu as l'impression que tu portes ce fardeau en partie? Je partage l'opinion d'Anne. En fait, c'est un peu la même chose chez nous. On passe beaucoup de temps à éduquer les gens, à expliquer quoi acheter, quoi pas acheter, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas chez nous, pourquoi est-ce que ça, il y a aucune... comment dire, il y a aucun échange possible parce que ce morceau-là, une fois qu'il est lavé, ben, c'est fini, c'est mort. En fait, il y a un mythe que j'aimerais décomposer, là, si ça se dit. C'est que beaucoup de gens vont acheter de la mode jetable en se disant qu'après avoir porté une fois ce morceau, ou peut-être deux, soyons pas trop ambitieuses, on va le donner aux pauvres. On va juste amener ça à la charité, puis allez, on fait des sacs et des sacs et des sacs. Et puis souvent, on en reçoit au Schwab Club des gens qui amènent des sacs de poubelle, de stock, je nommerai pas les marques, là, mais vraiment de l'entrée de gamme du fast fashion. Et puis, elles me disent, bah, ce que vous prenez pas, c'est bon, donnez-le aux pauvres. Mais je suis comme, les pauvres, on veut pas de tes affaires. Ouais. C'est même pas, je veux dire, il y en a tellement des vêtements jetables qu'à un moment donné, la charité, les associations, les pauvres, personne n'en veut de ces morceaux-là. On fait quoi, là? Ça se ramasse dans un bidonville en Afrique pour polluer des rivières là-bas. Fait tout ça, tu sais. Je trouve juste que c'est pas logique que les gens, aujourd'hui encore, pensent qu'il manque de vêtements, que les gens pauvres ne sont pas capables de se vêtir sans leur don de fast fashion. Alors ça, c'était comme le seul point que je voulais... Oui, puis j'aime ça parce que c'est une forme d'achat de conscience de la personne confortable. On se dédouane. Allez, on donne aux pauvres. Oui, puis si je peux me permettre de rebondir, nous, on a toujours eu des associations avec des organismes pour femmes en situation de difficulté, des trucs comme ça. Puis souvent, les organismes, ils n'en veulent même pas de nos dons. Les gens, ils n'ont pas besoin de vêtements. Il y a bien trop de vêtements en circulation. Et on est souvent arrêté d'obliger de prendre des dons de vêtements parce que les organismes sont full. C'est pas ça qu'ils ont besoin, là, les organismes. En tout cas, là, c'est plus pour les femmes en situation d'itinérance. Là. Ils ont besoin de produits hygiéniques, ils ont besoin de plein d'autres choses, mais pas de vêtements. Là. On a le même problème chez nous. Et puis, on fait des mains et des pieds pour trouver une association qui va bien vouloir de nos dons. Et puis, personne n'en veut. Alors, on se ramasse à storer de la poubelle, désolé, là, mais des déchets textiles chez nous. Et c'est vraiment un énorme enjeu que personne semble vraiment savoir. En fait. Je pense qu'individuellement, on a même le défi chez nous à titre personnel. Enfin, moi, je vois quand j'ai un habit qui est troué, déformé, qui a vécu son temps, mais tu l'as dans la main, je le mets à la poubelle, je le mets pas à la poubelle, je fais quoi? Est-ce qu'il va être détruit à la poubelle? Est-ce qu'il va être composté? Comment? La réponse est non, mais le geste de mettre son habit à la poubelle est très particulier dans l'intellectuel. Là, et donc, moi, j'ai une pile chez moi d'habits qui clairement ne fonctionnent plus. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'en ferai peut-être des chiffons, je ne sais pas. Mais il y a comme je suis coincée. Comme si j'ai conscience que j'arrive au bout de la ligne de « Oh my God, tu sais, je ferais quoi ?» Puis on les a tous en tête, là, ces images de tonnes, de montagnes, de vêtements. On sait que c'est dans le top 3 des industries qui polluent le plus au monde. J'ai l'impression que quand on parle de mode éthique aussi, il y a un volet, mais que moi, personnellement, je connais moins, de réparation aussi qui pourrait émerger. C'est pas parce qu'il te manque un bouton ou qu'il y a un trou que ton vêtement n'est plus viable. Mais encore là, ça prend le gage de qualité avant tout parce que tous les habits ne se réparent pas. Donc c'est un peu le temps qu'il y aura de la mauvaise qualité en circulation, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est là qu'il faut s'éduquer. Mais je te remercie de parler de ta petite pile de vêtements, que tu sais pas trop quoi en faire, là, parce que je pense que tout le monde devrait avoir cette pile-là pour juste être conscient de qu'est-ce qu'on émet comme déchets et de se dire, tu sais quoi, moi, j'ai fait le choix d'acheter ces morceaux-là. C'est ma responsabilité maintenant de trouver un moyen de m'en départir responsablement. Oui, c'est terrible. Et en même temps, je suis aussi devenue maman. Et là, quand un mini-être rentre dans ta vie avec un taux de croissance absolument incroyable en peu de temps, là, tu es encore plus confronté à... OK, puis là, je rejoins le pouvoir d'achat. On a parlé de l'accessibilité, de la mode éthique, en tout cas responsable aussi d'un point de vue prix. À l'heure où le panier des Québécois coûte de plus en plus cher pour les besoins vitaux qui sont principalement se loger, se nourrir, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui vont nous dire mais non, mais moi, je ne peux pas m'acheter une chemise, certes que je vais la mettre 150 fois, mais elle me coûte $120, ça ne fonctionne pas. On répond quoi? Dans ce cas-là, le seconde main, ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens qui vont nous écouter et puis qui sont peut-être un peu plus pris à la gorge financièrement et que pour eux, la mode éthique, ça sera quand tout ira mieux dans le portefeuille, mais que c'est pas l'urgence en ce moment. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? On les comprend. Oui. Premièrement, il n'y a aucun jugement. Là. On les comprend vraiment. Là. Je pense que si... Je n'ai pas le chiffre en tête, évidemment, là, je l'oublie, mais je pense qu'il disait que si quelqu'un mettait 5 $ de produits locaux dans son panier
par semaine, ça avait un impact incroyable sur un an dans l'industrie québécoise. Fait que c'est encore de ramener à des petits détails, que ce soit en alimentation, que ce soit en vêtements. Je sais que les vêtements sont chers, mais il faut réaliser que la blouse à 100 $, si on prend ton exemple, ben peut-être que ta blouse à 100 $ va faire que tu vas en avoir une pendant 3 ans plutôt que 5 si tu en achètes. Tu sais, il y a quand même un calcul mathématique à faire. Ça, on est dans le milieu depuis assez longtemps pour savoir que des vêtements de qualité à long terme, c'est beaucoup plus rentable d'avoir un bon pantalon noir, par exemple, qui coûte cher plutôt que d'aller chez Zara, moi je vais le nommer, puis d'acheter un pantalon en solde à 20 $ qui va tout tourner avec les coutures au bout d'un lavage. Fait que il y a quand même ça qui est important, mais là encore, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais les moindres petits gestes qui peuvent être faits, fonctionnent quand même. Oui, tout à fait. Et sinon, on va au Schwab Club pour des intemporels, parce que tu as parlé de basic aussi, et je trouve que c'est important de rappeler aussi que les grandes compagnies peuvent facilement nous dire que si tu n'as pas la dernière couleur en vogue, tu as raté ta vie, là, mais qu'en fait, à bien des égards, on dit souvent « mais ça, ma grand-mère, elle le portait il y a 50 ans, et ça revient à la mode ». Fait que finalement, l'histoire se répète, donc investissons dans des pièces intemporelles, quoi. Ben, pour compléter un peu ce que vous dites, là, en 2007, alors là, ça remonte à 17 ans, j'ai fait une folie. J'ai acheté un foulard Hermès en cachemire. D'accord. J'ai dépensé 600 $ en dollars 2007. Alors ça, là, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'argent. C'est une auto en 2000. Ben là, c'est ça. Et devinez quoi? Je porte encore ce foulard. Et si on le divise, ce 600 sur 17 ans, ben ça m'aurait coûté 35 $ par année. On n'a même pas un foulard à 35 $ de nos jours. Alors, pas seulement que j'ai bon, c'est vrai qu'il faut quand même avoir le 600 $ à la base, là, mais quand on l'a, je trouve que c'est tellement un bel investissement parce qu'après, j'arrête de penser à devoir magasiner des trucs moyennement beaux, moyennement cheap, là, puis tu sais, je me sens bien quand je porte mon foulard. Puis je voudrais rebondir dans « je me sens bien » parce que c'était là je voulais aller. Nous, chez Belle et Rebelle, on a vraiment un service de styliste où on prend soin des femmes qui sont dans les cabines. Et l'impact que peut avoir sur le moral, sur l'estime de soi, d'un vêtement qui tombe bien. Tu sais, nous, là, des clientes qui ne savent pas comment s'habiller, qui ne trouvent rien qui leur fasse, puis qui ont dit « non, fais-moi confiance, là, je vais te trouver quelque chose qui sort de la cabine, puis qui se regarde dans le miroir, puis qui se trouve belle. » Les designers québécois savent tailler les vêtements. Les coupes tombent bien. Fait qu'il y a le côté classique, mais il y a le côté aussi de reconnaissance du travail, puis ce travail-là de qualité fait que les femmes se sentent belles aussi, puis que se sentent bien. Puis ça, c'est important aussi, parce que la mode, ça reste un milieu aussi où c'est fait pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente belle. Oui, il y a le côté éthique, mais il y a le côté utilitaire du vêtement. Mais pour beaucoup, d'avoir un vêtement nouveau, ben ça va mettre de la joie dans sa vie. Il y en a que ça va être le bon vin, il y en a que ça va être les vêtements. Chacun décide un peu comment... Mais je pense que c'est un aspect aussi humain d'une femme, de femme à femme, là, de comment plaisir de plaisir. Totalement. Puis là encore, moi, c'est les voyages. Mais il y en a d'autres que c'est les vêtements. Puis c'est important de le dire, j'aime ça. Quand on parle d'éthique aussi, moi, je rajouterais pour finir ce segment-là que j'ai l'impression que il y a même une question avant d'acheter, c'est se demander si on en a vraiment besoin. Tu sais, j'ai l'impression qu'on pourrait faire le parallèle à la mode éthique avec la grande question de là, on mettra ce qu'on veut dedans, mais de la décroissance aussi, de je vais acheter moins mais mieux, voilà, on se l'est dit. Mais nous, donc, on le fait chez Belle et Rebelle. Pas acheter à chaque event corpo une tenue différente, assumer, puis tranquillement, là, au Fashion Week, on les voit passer, les stars qui osent remettre la même robe 10 ans plus tard parce que ça rentre. Tu sais, on en parle beaucoup, mais en fait, nous aussi, on peut s'autoriser à mettre 2 fois le même truc. Ça n'en diminuera pas notre valeur personnelle. Donc ça, c'était une autre un petit plaidoyer perso. Le segment, parce que j'ai 2 entrepreneurs en face de moi et que je le suis moi-même, j'ai envie de vous questionner sur aussi le modèle d'affaires, de pratiques responsables, d'économie responsable dans laquelle vous jouez. On a l'impression que parce qu'on fait des choses responsables, il faudrait qu'on soit des OBNL ou, tu vois, des... J'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est quoi la vie économique quand on agit dans cette industrie-là, qui est la vôtre, que vous avez choisie, que vous aimez? Comment ça va? Comment ont été les dernières années? Parce que mine de rien, à vous deux, il y a 20 ans d'expérience autour de la table. C'est pas rien. Il y a plein d'industries, comme tu l'as dit, et d'autres collègues qui malheureusement ferment leurs portes. Alors,
comment on se porte et comment vous allez et c'est quoi vos défis, hein, clairement, on peut... Et vos bons coups aussi, parce qu'on veut aussi valoriser qu'il y a des choses qui se passent bien. Annette, est-ce que toi, tu veux nous partager? Oui. En plus, sur un modèle, toi, de troc, j'ai encore spécial, plus c'est spécial. Allez, je me lance. Alors, 2023 a été une super année pour nous. Alors, c'est comme la première année après la COVID. Mm-hmm. My God, ça a déjà existé, ce truc-là, hein, c'est fou. Ça paraît loin, on est d'accord. Ça sonne loin, tout ça, là. Mais non, 2023, ça a été la première année après la COVID. On a eu 42% de croissance. Félicitations. Ouais, merci. C'était vraiment incroyable. C'était absolument inattendu. Et je trouvais ça un peu fou parce que je prône la décroissance. De connaître une croissance dans une entreprise de décroissance, c'est vraiment bizarre à dire. C'est bon signe. À gérer la croissance aussi. Aussi. Mais c'est bon signe pour notre société. Moi, je suis contente de savoir que ton entreprise est en croissance. Voilà, c'est super encourageant. Et puis, c'est vrai que c'est un peu contre toute attente parce que moi, quand j'avais lancé ça en 2018, les gens ont ri de moi, ont littéralement ri de moi. Ils ont fait, ben voyons, Annette, qui va s'abonner à ton truc? Ben, des centaines et des centaines de femmes, ça a de l'air. Donc, c'est ça. À un moment donné, il faut juste y aller, puis il faut juste se faire confiance, se donner la chance, puis de faire les trucs par conviction. Et un luxe que j'ai toujours eu, parce que bon, contrairement à toi, moi, j'ai pas d'inventaire, j'achète pas de l'inventaire. C'est pardon l'expression, du user-generated. Alors moi, c'est que de l'OPEX, c'est pas du CAPEX, là. J'ai quand même cette chance-là, parce que côté cash flow, ça va bien. Ce sont des activités qui se payent, tu sais. Mais je sais pas où est-ce que je m'en allais. Non, je suis désolée. mais j'aime dire que l'économie circulaire est un modèle viable économiquement. Oui, voilà, c'est viable et puis ça fonctionne. Je trouve ça vraiment très, très encourageant. Ça fait du bien. Et on va voir qu'est-ce que ça va faire dans les années à venir, mais je pense que c'est un truc qui continue à prendre, quoi. Ouais. Félicitations pour ça. Merci. C'est encourageant, Merci. Vraiment. On prend potentiellement la bonne direction. Il ne faut pas désespérer surtout. Toi, Anne, comment c'est les perspectives économiques selon toi? Les perspectives. Surtout que tu as pignon sur rue. Tu sais, ouais. Moi, j'ai pensé être un OBNL longtemps, là, parce que j'ai beaucoup d'années dans le négatif. Je pense que dans 17 ans, j'ai eu plus d'années dans le négatif que dans le positif. J'ai fait des grosses erreurs à mes débuts. À un moment donné, j'ai eu une croissance extrêmement rapide avec aucune expérience. Puis, je m'arrangeais tout seul. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas. À un moment donné, j'avais quatre commerces. Là, on est stable depuis 3 ans, puis cette stabilité-là, donc la compagnie va bien, est en santé, puis je sais qu'on est hyper chanceux d'être en santé parce que le milieu du retail va super mal. Mais on est stable, puis je dirais qu'on recommence à rêver un peu, puis on recommence à avoir une vision parce que quand on est pris dans le quotidien, nous, contrairement à toi, on a à supporter des inventaires qui coûtent extrêmement cher. Fait que le nerf de la guerre de supporter ces inventaires-là financièrement, nos équipes sont, tu sais, en tout cas, financièrement, tu achètes c'est un tout modèle. Ton inventaire? On achète pratiquement tout. Okay. Fait que, tu sais, notre courbe, là, c'est qu'on va être dans le négatif à peu près 10 mois par année, puis là, ça remonte en positif, tu sais, c'est stressant. C'est super stressant, mais là, c'est sûr que je suis habituée de gérer ce stress-là. Mais là, on est vraiment plus stable, puis je pense qu'on a embauché énormément de personnel. Notre équipe est plus grosse qu'avant. Puis là, on a recommencé à se donner des valeurs, des missions, puis une ligne directrice. Fait que je dirais qu'on recommence à rêver. Puis je pense que moi-même, j'ai repris une certaine dose d'ambition face à la compagnie. Ouais, on a encore la mission d'être vraiment les porte-étendards de la création locale au Québec. Tu sais, c'est ça qu'on veut aller, puis toute l'équipe, on va aller dans la même direction. J'ai vraiment une équipe extraordinaire, là. Mais côté, tu sais, tantôt, on en parlait, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. C'est un milieu très difficile. Ouais. Là, le fait que nous, on soit stable puis qu'on soit là, je le sais qu'on est des privilégiés, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de reconnaissance. Puis vis-à-vis de notre clientèle qui nous suit aussi, là. C'est assez fou, là, comment on est chanceux, là. Ouais. Oui. Après, moi, j'ai un avis très partagé sur la chance. Je pense quand même qu'elle se travaille en amont avant qu'elle apparaisse. Donc, je me permettrai de te refléter on en prend soin elle quand n'est même. Pas tombée du ciel pour aucune de vous deux, là, c'est important. Pour finir ce deuxième segment, j'ai quand même envie de t'interroger parce que tout à l'heure, en off, tu as parlé de votre initiative Green Friday. Parce qu'on parle de mode éthique, on parle de marketing, il faut quand même que vous vendiez, il faut quand même que vous fassiez connaître vos services. Donc, le marketing est une part indéniable
de nos activités, peu importe l'engagement qu'on a dans nos industries. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Peux-tu nous en toucher un mot? Certes, c'était il y a quelques mois, mais j'imagine que vous récidiverez potentiellement. Ça fait plusieurs années qu'on participe plus au Black Friday. Il y a comme une frénésie de consommation. C'est pas nous, c'est pas le type de consommation qu'on veut prôner. Donc, depuis quelques années, on avait un peu reculé. On prônait le Green Friday, mais c'était plus dans le sens qu'on faisait rien, en fait. Contrairement à tout le monde, on faisait absolument rien. Puis là, cette année, on a innové en faisant un swap, justement, auprès de nos clientes. Fait que ça a vraiment été extraordinaire. Je pense que c'est mon dernier gros thrill d'entrepreneur, ces 2 journées-là qu'on a faites, parce qu'on était sur le X dans nos valeurs, nos missions, ce qu'on a envie de prôner. Tu sais, là, tantôt, je disais que la cohérence était dure à atteindre, mais là, on était dans la cohérence totale de ce qu'on voulait être. Tu te sentais bien, là, avec ce que tu avais fait. Trop fière, là, de faire ça, là. Fait qu'on a fait un swap cette journée-là. Les gens apportaient 10 morceaux de leurs vêtements pour faire partir avec 10 autres morceaux complètement gratuits. Il n'y avait pas de frais. On a aussi un groupe Facebook qui s'appelle la Friperie Rebelle. On a au-dessus de 5000 personnes sur ce groupe-là. Et c'est dans le but d'une économie circulaire. C'est des gens qui revendent des trucs faits localement. Cool. Donc, tu sais, on a des petites initiatives comme ça pour vraiment être cohérent puis être certain qu'un vêtement va aller au bout de son chemin, comme on parlait tout à l'heure. Fait que c'est ça, on essaie toujours de rester vraiment sur la ligne dans ce qui nous touche touche en équipe aussi. On essaie de rester le plus vrai possible. Oui, puis je pense que tout à l'heure, on ne savait pas trop définir ensemble les pourtours de la mode éthique, mais c'est le fil conducteur de notre échange, ça reste l'humain. Donc j'ai l'impression que cette dimension fait partie intégrante de la définition. Tu as tripé de rencontrer du monde. Annette, tu l'as dit, c'est ce qui te manquait. Le e-commerce, c'est bien, mais tu veux rencontrer des gens. Et j'ai l'impression que parce qu'on parle à des humains de notre mission, c'est là aussi que la magie opère et que tranquillement, ça en fait des ambassadeurs aussi pour ensuite, eux, aller parler de ce que vous faites au quotidien. Donc, lâchez pas les fils humains, c'est trop important, définitivement. Par quoi, justement, ces humains qui ne seraient pas du tout encore, qui n'auraient pas plongé dans la mode éthique, ce serait quoi un premier geste qu'on leur dirait de faire demain, mettons, quand ils vont avoir écouté ce super balado qu'on est en train d'enregistrer ensemble, qu'ils vont enlever leurs écouteurs? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Je pense que c'est pas de se sentir intimidé, peut-être, des fois, tu sais, d'aller dans les commerces locaux, d'aller... d'avoir de la curiosité sans obligation d'achat. Juste aller voir. Il y en a qui sont gênés de rentrer. Juste aller voir, s'informer, sans pression, en fait. Là. La pression d'acheter, ça vient après, mais juste d'avoir une curiosité, d'aller voir les produits, d'y toucher. Je pense que ça serait juste sans pression d'avoir de la curiosité, tout simplement. Là, je suis d'accord avec toi. Y aller en mode exploratoire. C'est sans jugement. Faut pas se dire si je fais pas ça parfaitement, je suis pas une bonne personne ou je consomme mal ou c'est pas ça l'idée. Tu sais, moi j'approche beaucoup plus la mode comme étant un truc ludique. Pour moi, c'est le fun, il faut avoir du plaisir. Tu sais, le Schwab Club, pour moi, c'est une place où est-ce que je peux expérimenter, où est-ce que je peux jouer avec de la couleur, de la texture, des coupes. Je peux faire plein de trucs. Alors, je pense que c'est vraiment d'y aller avec un esprit ouvert et de se dire, quelles sont mes options? Est-ce que je consomme localement? Est-ce que je consomme usagé? Est-ce que je consomme pas du tout? Ça peut être ça aussi, tu sais. Puis de le faire sans jugement, d'être patiente, puis de se dire, ça va être un processus créatif. Allons-y comme ça. D'accepter de commencer, quoi. On n'est pas obligé de... On découvre. De découvrir. J'aime ça. Curiosité, ça aussi, c'est un trait de l'entrepreneur. On voit d'où vous arrivez, les filles. Justement, pour terminer, moi, j'ai des questions pour vous, un petit peu en rafale. Le morceau de votre garde-robe préféré, c'est quoi? Pourquoi? Anne? De quoi tu ne te passerais pas jamais? Qu'est-ce qu'on devrait tous savoir? Paire de jeans, là. Non, moi, je suis vraiment cordonnée mal chaussée. Je suis pas... là, tu m'as déstabilisée fort. Mais c'est parfait! C'est exactement le type de question que j'ai mais vraiment de la misère à répondre. Mais David, tu voyageais beaucoup, donc tu peux peut-être me répondre un maillot de bain. Tu m'as vraiment déstabilisée. Je suis tellement pas fashion dans la vie, là. C'est con. Donc, non, ça l'est pas du tout, parce que ça illustre justement à quel point tu as épousé une mission sans en être consommatrice, tu vois.
Et je trouve que tu parlais d'entrepreneuriat de cœur tantôt, pour le coup, là, tu l'intègres, tu l'incarnes vraiment. C'est vrai que je suis pas dans la consommation, vraiment. C'est vrai que j'incarne ça. Je vais pas avoir beaucoup de vêtements dans mon équipe. C'est moi qui achète le moins de vêtements. Je fais très attention d'avoir des pièces que je vais porter. Fait que ça va peut-être un veston noir, une paire de jeans, quelque chose de super simple. Parce que je trouve qu'on se tanne vite aussi. Des fois, quand il y a trop de coloris ou des tissus ou trop froufrou, moi, j'haïs surconsommer. Fait que je fais super attention. Puis des fois, j'amène des vêtements chez moi, puis j'ai l'impression que je ne le mettrai pas. Fait que je le ramène à la boutique pour être sûre que chaque pièce que j'aille, je vais le porter, puis j'aurai envie de le porter, là. J'aime ça. Mais je ne fais pas une grande consommatrice. Mais on a dit qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse dans ce balado, donc je prends. Annette, toi, ton indispensable? I don't get high off my own supply. Non, c'est pas vrai. Alors, je tombe facilement en amour. Je tombe amoureuse de plein de vêtements que je ramène à la maison du Schwab Club, des affaires extrêmement colorées, extrêmement flyées, que je vais porter une fois et que je vais ramener par la suite. Donc, j'ai des coups de cœur tout le temps. J'ai pas un morceau auquel je suis vraiment attachée. J'ai plein de coups de cœur, puis c'est selon mon humeur, où est-ce que j'en suis dans la vie. Des fois, ça va être des sweatpants, puis des fois, ça va être une robe rose Barbie, puis c'est correct aussi. Ouais, j'adore. Super. Ouais, puis à force d'acheter, tu sais, qu'on est acheteuse à un moment donné, j'avoue, vous êtes peut-être tannée. Je fais pas ça les week-ends. Non, je voulais moto. C'est comme... puis voir de vêtements. C'est ça, ouais. On s'excite moins. Oui, probablement une forme de sagesse qui a émergé de vos parcours. Si les personnes qui nous écoutent veulent vous poser des questions, aller plus loin, vous trouver, s'intéresser à ce que vous faites encore plus, ils vous trouvent où? Principalement. Je parle à personne. Je parle à personne. Assez d'humain. Prenez ce balado comme mon dernier souffle. Je rigole. Je pense que la façon le plus simple, ce serait Instagram. Ouais. À commercial Schwab Club. C'est toi qui es derrière, donc. C'est l'équipe. Moi aussi, des fois, je lis en diagonale. Je suis comme, je vais répondre à ça. Non, je réponds pas à ça. Super. Et le Schwab Club sur Insta. Et puis toi, Anne? Via Instagram, c'est pas moi qui m'occupe du compte, là, mais c'est sûr que je suis rejoignable. Sinon, mon adresse courriel est sur le site web bellesetrebelles.ca. est assez facile à trouver. Toute l'équipe est présentée avec chacun nos courriels. Là. Parce que sait-on jamais que si des donneurs d'ordre nous écoutent dans ce fameux balado et qui décident de mettre quelque chose en place de collectif pour une mode plus éthique au Québec, je ne peux que recommander vos deux noms. Annette, Anne, merci 1000 fois. Un échange trop court, mais très précieux. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci. Puis, prenons soin de nos garde-robes. Oui. À bientôt, merci. Merci.